Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent, par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Catherine, on parle aujourd'hui du héros au sens assez large. On va essayer d'aborder les choses de manière la plus lisible possible, même si ça c'est pas forcément indiqué pour un podcast, mais c'est oui, notre... mais un podcast littéraire quand même. Un podcast donc, littéraire. C'est lisible, ça me paraît adapté quand même. C'est notre matière à travailler principale, le héros, le personnage principal, les personnages, et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Peut-être que tu commences, Catherine, parce que tu m'as présenté une version historique, on va dire, de l'évolution de ce héros et de comment il traverse les âges. Et ça commence, sauf erreur, à l'Antiquité. Ça commence à l'Antiquité, effectivement, puisque bon, ce sont les premiers héros sont les héros mythologiques. On pense à Hercule, on pense à Ulysse, on pense à des héros qui ont à ce moment-là une caractéristique bien différente de nos héros dans les romans contemporains, à savoir qu'ils sont en tout point exceptionnels et parfaits. Ce sont des héros qui sont très fréquemment des fils ou des filles de divinités, donc des demi-dieux, et on a un récit qui assez fréquemment joue sur cette dualité entre l'homme et le divin, avec des figures pleines de qualités, presque exemptes. Bah, des figures, elles seront exemptes. Oui. Elles sont exemptes de défauts, presque, parce que, par exemple, j'ai pensé à Achille et à son célèbre talon, ce qui montre quand même qu'on était déjà, les auteurs de ces époques reculées avaient quand même compris que peut-être pour donner un petit peu de sel au récit, il ne fallait pas quand même tout à fait avoir des héros totalement lisses, mais à ce type d'exception près, on est quand même à ce moment-là dans des héros assez parfaits. Donc je dévie un petit peu, mais on a reconstruit ça à l'époque moderne avec nos super-héros comme Superman, etc. Exactement. On les fait quand même avec des failles plus importantes que ce qu'on avait à l'époque, parce que c'est pas des demi-dieux, on n'est pas loin avec les super-héros. On n'est pas loin quand même, ce sont des figures quand même voilà. d'autorité un peu magiques, avec des pouvoirs que le commun des mortels n'a pas. Mais si on revient sur l'Antiquité, du point de vue du lecteur, du coup, ça se passe comment ? Est-ce que... Alors, je pense que la différence fondamentale, et quand on analyse un petit peu le héros de ce point de vue historique, la différence fondamentale entre le héros moderne et le héros ancien, c'est effectivement le point de vue du lecteur et l'émotion que ça génère chez lui. Sur ce type de héros antique, le lecteur va être dans l'admiration, dans l'extase, l'admiration béate face à cette figure incroyable de personnage, mais pas dans l'identification finalement, parce qu'il ne peut pas s'identifier, parce que les qualités du héros sont tellement inaccessibles que lui, le commun des mortels ne peut pas envisager d'avoir la force d'Hercule ou le talent d'Ulysse, etc. Donc on va être dans un intérêt du lecteur, bien évidemment pour ces personnages, mais qui va être un petit peu en retrait, parce que l'auteur ne va pas chercher, je pense, en tout cas, à immerger le lecteur dans l'histoire du point de vue du personnage. Donc en tant que lecteur, on est admiratif, on se sert de
ce que fait le héros ou du héros lui-même comme d'un exemple peut-être. Oui, je pense. Mais d'un on va exemple, un certainement modèle. pas pouvoir s'identifier parce qu'on n'est qu'humain et on n'est pas des demi-dieux et donc on n'a pas toutes les qualités sans faille du héros. Et puis ça évolue à partir de quand on traverse les âges, on arrive à peu près au Moyen-Âge. On arrive au Moyen-Âge où on est toujours dans un modèle qui est un petit peu similaire, à savoir qu'on garde un héros qui a des qualités extraordinaires. C'est toujours quasiment un personnage qui va être issu d'une classe sociale haute, noble, chevalier, et qui va accomplir des prouesses, souvent d'ailleurs on y mêle encore des motivations dictées par Dieu ou par une autorité religieuse dans les récits Donc représentant de Dieu. médiévaux. Mais Exactement. Bon, on pense aux légendes arthuriennes, on pense à ces récits chevaleresques où il y a toujours derrière une morale extrêmement forte et tournée vers Dieu et vers une autorité tutélaire comme ça, transcendantale. Donc on reste dans des personnages qui sont extraordinaires et le lecteur, je pense, est toujours dans cette contemplation tout à fait passive et en dehors de cette sphère qui reste inaccessible. À partir de la Renaissance, ça commence à évoluer un petit peu. On est moins dans des héros parfaits et on commence justement, je pense notamment à des héros comme Candide par exemple de Voltaire. On commence à s'intéresser, enfin je dis l'auteur commence à s'intéresser à l'évolution du personnage au fil du récit et son évolution psychologique et tout ce que le héros va apprendre, ce qui était peut-être un petit peu moins le cas précédemment. On avait déjà un héros qui était doté de toutes les qualités dès le départ. Donc la différence, ça serait que dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, on s'intéresse à l'évolution du héros dans le sens du voyage qu'il va faire ou de son aventure. Oui. Alors que là, on arrive au niveau de la Renaissance, plutôt à l'évolution du personnage dans le sens où son évolution interne en tant que personne ou personnage, quoi. Oui, effectivement. Il va grandir quelque part de son aventure. Il va grandir et ça va permettre peut-être toujours, avoir d'autres qualités. D'autres qualités. Alors il y a quand même toujours de manière sous-jacente une morale à démontrer. Et évidemment, derrière, on est, quand on pense à Voltaire, on pense au siècle des Lumières, on est dans des philosophes qui écrivent de la fiction, mais de la fiction qui a pour but de démontrer des thèses d'en tirer une conclusion en général morale. Donc il faut que l'évolution du héros, elle se fasse vers une amélioration de ses qualités finalement. À la Renaissance, on s'éloigne aussi un peu de Dieu par rapport au héros ou des dieux. En tout cas, je pense qu'on a plus de liberté. On peut avoir des personnages ils ne sont plus nécessairement des chevaliers ou des nobles ou des personnes qui se battent au nom de Dieu. C'est certainement moins omniprésent et on est dans une plus grande variété de possibilités dans la caractérisation des personnages. Tout ça nous amène tout doucement, à travers la Renaissance, on fait encore un saut dans le temps et on arrive à une nouvelle étape qui va être le 19e siècle, où là on va tomber dans une scission vraiment où le héros tombe de son piédestal. On n'est plus dans ce héros parfait ou presque parfait qu'il devient. On se met à avoir le droit de mettre en scène des héros qui peuvent être issus du peuple, qui ne sont pas forcément ni nobles, ni chevaleresques, etc., et qui ont des défauts.
voire même dans le courant des héros romantiques qui sont très torturés. Je pense notamment à Emma Bovary, par exemple, où on est dans une héroïne mélancolique, voire dépressive. Bon, je pense que le terme n'est pas employé à l'époque, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on pourrait qualifier, quand même bien la qualifier de dépressive, surtout quand on voit comment ça finit, mais on ne peut pas spoiler Emma Bovary. Trop tard, j'ai l'impression. Ouais, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Mais j'ai relevé ce que disait Zola, qui est assez, je pense, caractéristique de ce que recherche l'auteur à l'époque pour définir son personnage. Il dit « Le premier homme qui passe est un héros suffisant ». Donc on n'est plus du tout dans un choix de personnage élitiste. Et là, on évolue... Pardon, vas-y. Non, je disais, mais du coup, on passe presque du héros au personnage à ce moment-là. Absolument. C'est-à-dire que ça devient quelqu'un, même s'il est fictif, quelqu'un à propos duquel on peut s'identifier ou on peut s'imaginer vivre l'aventure à sa place. Alors que ce n'était pas du tout le cas quand on a affaire à un demi-dieu, à Ulysse ou à une figure de l'Antiquité. Ouais. C'est exactement ça, et je pense qu'effectivement, plus que la modification dont le héros est appréhendé par l'auteur, c'est surtout, ce qui est frappant, c'est surtout la conséquence sur le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur qui était, comme je le disais au départ, sur un mode assez passif, avec une admiration pour un personnage inaccessible, il passe beaucoup plus dans une immersion dans l'histoire, dans l'intrigue, et avec une identification plus ou moins partielle au personnage, puisque le personnage fait partie du commun, pourrait être lui-même ou son voisin, et cette accessibilité rend l'identification possible. Et on est proche du héros moderne. Du héros moderne et de la considération qu'on a maintenant, qui est beaucoup plus large, avec beaucoup plus de possibilités et de nuances dans la description et la personnalité des personnages. Donc l'époque contemporaine. L'époque contemporaine. Donc, l'époque qu'on vit depuis le début du siècle dernier. Ouais. Parce qu'on a passé un cap là. Oui, absolument. Enfin bon, on va dire les 2 derniers siècles. Oui. On a poussé le concept à son paroxysme. On n'est plus dans le héros idéal et parfait. Au contraire, il y a l'émergence de nouveaux personnages dont on s'aperçoit qu'ils sont tout aussi attachants et intéressants, voire même parfois plus, que sont ce qu'on appelle les anti-héros. On arrive à prendre pour personnage principal un héros amoral, un héros méchant. Le Joker de Batman, pardon. Exactement, et il est tout de même fascinant, et par certaines approches, il y a une humanité en lui qui fait que par certains points, on peut tout de même réussir à avoir ce qui me semble fondamental pour accrocher le lecteur, c'est qu'il y ait un certain degré d'identification, même si c'est de l'amour-rejet, mais l'amour et la haine sont 2 sentiments, comme on le sait, qui sont très proches, et c'est une manière totalement différente et beaucoup plus subtile, je pense, de fabriquer des personnages. Donc, tu penses qu'on pourrait plus écrire des héros antiques ? On peut toujours, mais je pense qu'avec notre vision moderne et les habitudes que nous avons maintenant d'appréhender des récits beaucoup plus riches et complexes, ce type de récit et ce type de personnage extrêmement prévisible et trop parfait et trop lisse, il y a moins d'intérêt, me semble-t-il, de lecture. Ou alors, c'est un parti pris et on décide de choisir un héros surpuissant. Bon, après tout, tu le citais tout à l'heure, dans les Marvel et les super-héros, on reprend finalement cette caractéristique du héros parfait et surpuissant. Voilà, mais on le dote de pouvoirs magiques, de pouvoirs surnaturels qui font
presque l'intérêt de l'histoire. Tu veux dire l'inverse, on lui donne une faiblesse surnaturelle qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais aussi, oui, mais je veux dire, il y a la notion. Bon, après, j'en parle mal, tu vas sûrement en parler mieux parce que moi, les Marvel, je suis pas très spécialiste. Mais je pense qu'il y a ce que je veux dire, c'est que la richesse de l'histoire, c'est dans leur créer des pouvoirs toujours plus originaux, toujours plus extraordinaires, et puis tourner autour de ça, non? Est-ce que c'est pas ça qui fait le Hulk? Ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'il devient gros, vert et avec beaucoup de pouvoir. Non, ce qui est non. Je pense que ce qui est intéressant, c'est c'est toujours le revers de la médaille. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ont des failles. Tu sais ce qu'on résume avec la phrase de... Peut-être que tu l'as pas vu dans Spider-Man, le moment où le grand-père du héros, quand il devient contaminé, il a ces pouvoirs-là, il dit avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, ce qui est probablement quelque chose qui est repiqué ailleurs, mais c'est ce côté-là qui est intéressant. Il y a la découverte des possibilités que t'apporte un super pouvoir comme ça, mais très vite on va sur attention, il y a quand même un revers de la médaille et il y aura des choses à évoluer là-dessus, quoi. Et justement avec l'évolution du personnage et son humanité qui ressort, ce qu'on n'avait pas, je pense, dans les héros de chevalerie, enfin le héros dont on parlait dans l'Antiquité qui se bat pour sa mission divine. Je crois qu'il doute pas tellement. Il est dans la certitude de sa mission et de son omnipotence, ce qui est probablement pas le cas des héros, même avec des super pouvoirs modernes. Ouais. Parce que toi, donc, tu t'es plus attaché en préparant cet épisode à nous parler de... C'est du fait que j'ai pas une base de connaissances littéraires très classique. Et les héros de l'Antiquité, je les connais que de très loin, donc j'étais très intéressé pas à découvrir, mais à redécouvrir ce que tu apportes, le côté historique et l'évolution du héros dans ce sens-là. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture, j'ai eu la chance de le faire à une époque où on avait accès à beaucoup plus de choses, en l'occurrence par le biais d'Internet. Et donc, j'ai eu accès aux anglo-saxons qui, eux, n'ont pas de complexe à disséquer complètement une histoire et ce qui fait la qualité ou ce qui fait un héros. Et donc, je suis très vite tombé sur les livres de Campbell et puis de Christopher Vogler qui décrivent le héros et aussi le parcours du héros dans sa globalité, qui les décrivent de manière universelle, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose qui va revenir. Et au point que pour qu'une histoire soit... pour que le lecteur s'identifie plus facilement à une histoire, à son héros, on doit répondre à certaines choses qui sont attendues par le lecteur, parce qu'on lit ça et on se raconte ça depuis la nuit des temps. Quand un livre ne nous plaît pas ou que l'histoire, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'on a raté quelque chose de l'ordre de l'attente chez le lecteur, en fait. Mais finalement, relativement parfois, sans même en avoir conscience. Non, absolument, oui. C'est mais par contre, l'universalité de la chose. On n'arrive pas à dire pourquoi. Ouais. C'est là où Vogler et Campbell, ils dissèquent complètement pour essayer de comprendre pourquoi. Mais en tant que lecteur qui n'avons pas de culture de la structure narrative, par exemple, ou de ce que c'est qu'un héros, on va sentir qu'il y a quelque chose qui péclote, qui joue pas dans l'histoire. On va s'en désintéresser, mais sans vraiment mettre le doigt dessus et savoir vraiment pourquoi. Mais au final, on a des archétypes du héros, on a une définition du héros qui est un peu toujours la même. Pourquoi ? Parce qu'elle est attendue, parce qu'on se raconte ces histoires depuis la nuit des temps et qu'on a tout cet héritage que tu viens de décrire qui fait que maintenant, en tant que lecteur, quand on reçoit une histoire, on s'attend à lire quelque chose qui répond à certaines normes. Donc ça veut dire que le héros, nécessairement, dans tous les cas de figure, finalement, répond à un des archétypes. En tout cas, dans toutes les histoires qu'on a, tu peux prendre un Disney comme... Puis dans tous les genres. Et dans tous les genres, c'est intéressant, on va trouver des figures emblématiques où on peut ranger tel type de personnage ou tel personnage dans plutôt telle figure emblématique. Vogler, il en décrit 12. Tu peux nous dire un petit peu ? Que je ne vais pas détailler complètement, mais par exemple, tu as au-delà du héros, le personnage principal qui va être celui qui va avoir un parcours
qui va le faire évoluer dans sa vision du monde, ou bien dans son combat contre une phobie qu'il a contre lui. Enfin, il va avoir une évolution personnelle qui va l'amener à la fin de l'histoire à être une version de lui-même meilleure qu'il ne l'a été au départ. Au-delà de ça, il est accompagné de toute une ribambelle de personnages qu'on peut remettre dans des catégories. Tu vas avoir par exemple le mentor, la figure emblématique de la personne qui est plus sage et qui t'apporte une aide et des sagesses ou des connaissances en plus. C'est le rôle de Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, c'est le rôle de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Toute figure un peu paternelle aussi quand on est au-delà du fantastique. C'est le grand-père justement de Spider-Man. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai que des références de super-héros. C'est pour ça que j'essaye de t'amener de doucement. dévier Mais tout en cherchant désespérément. Mais tu vas avoir un policier. C'est à ça que je pensais, le vieux policier. Tu vas avoir le commissaire du quartier qui va être. Un truc vient de tomber dans les coulisses. Oui, on a une vie à côté du podcast. C'est ça, nos deux têtes se tournent vers la source du bruit, mais reprenons. Donc voilà, il y a toujours dans ces histoires, alors pas toujours, mais quand il y en a une, quand il y a un personnage comme ça, on peut le classer sous le rôle du mentor. Donc tu vas avoir le mentor, tu vas avoir l'allié, qui est facile à comprendre. Tu vas avoir je reprends mes notes pour pas les oublier, le trouble fait, celui qui vient un petit peu mettre du sel dans l'histoire, qui vient, on s'attendait à ce que ça se passe comme ça, mais en fait pas vraiment, parce que justement ce personnage intervient. Tu vas avoir le messager, tu vas avoir le gardien, qui va être par exemple le garde du corps ou le lieutenant du super vilain de ton histoire. Et sous super vilain, tu peux mettre un personnage comme une thématique générale, la guerre, etc. Et on peut représenter son lieutenant, par exemple la première armée qui envahit ton pays ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, sachant que j'imagine qu'il peut y avoir aussi quand même des croisements entre les différents archétypes, parce que quand tu parles du mentor et quand tu parles de l'allié, par exemple, on est sur quelque chose qui peut... Ça peut être le même personnage. Tu peux avoir le même personnage qui a les deux rôles, effectivement. Oui. Mais en général, il va se comporter toujours de la même manière. Le mentor va finir par être obligé de mourir, que ça soit symboliquement ou réellement, parce que c'est ça qui permet à notre personnage principal d'aller une étape plus loin. Sinon, il se repose toujours sur son mentor pour avoir de l'aide, quoi. C'est comme parce qu'il faut qu'il évolue. Le cocon familial, parce quelque part, il tue le père et la mère et ils évoluent eux-mêmes pour faire ça. Donc, ça raconte ça. Donc, Campbell et Vogler, ils appellent ça les représentations archétypales du héros, au sens large, du personnage, il faut comprendre en fait. Bien sûr. Héros, ça vient du grec, protéger et servir, ça veut dire. C'est une représentation de ce qu'est le personnage idéal ou quelque chose comme ça, et puis ça évolue, comme tu l'as décrit jusqu'à maintenant, par une personne entre guillemets normale, dans la vie entre guillemets normale, à laquelle on peut s'identifier, qui a un problème et qui doit parcourir. Puis ça, c'est l'objet peut-être d'un autre épisode où on parlera du parcours du héros ou du voyage du héros. Parce que ça aussi, il y a des étapes clés qui sont toujours un petit peu les mêmes et qu'on retrouve d'histoire en histoire, quel que soit le genre, je pense. Exactement. Et du coup, Vogler, il prend ces archétypes et puis il établit aussi comment décrire un héros ou comment le créer de manière à ce qu'on puisse s'identifier. Finalement, c'est un peu le but, que le lecteur s'intéresse à l'histoire et donc au héros et à l'évolution du personnage principal. Et donc, le héros, il doit avoir certaines qualités dans lesquelles on va se reconnaître, mais aussi certaines faiblesses pour le rendre humain et lui donner un peu de relief. C'est comme ça que tu as des personnages qui sont complètement plats, parce qu'ils ont toutes les qualités, ils arrivent toujours à tout faire, puis finalement, il n'y a pas d'attente, on ne s'attend à rien, il va y arriver si on lui... Et on ne s'attache pas. Donc c'est une partie du problème. Donc ça permet, encore une fois, on est sur le modèle un peu anglo-saxon, on va disséquer complètement les choses pour essayer de comprendre pourquoi ça marche et du coup essayer de les reproduire. Mais ça permet un peu de comprendre la construction des personnages et leur évolution. Et toi, donc comme je sais que tu as pas mal
lu et analysé aussi tous ces auteurs, les auteurs dont tu parles. Est-ce que tu penses à ça quand tu crées ton personnage, quand tu écris une nouvelle histoire et puis tu crées tes personnages? Est-ce que tu veilles à respecter ces critères, ces archétypes? C'est là que c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin de le faire. Tu as besoin de le faire que quand tu vas être dans la phase de l'édition, quand tu vas corriger ton texte ou ton histoire au global. Et tu vas voir que tes personnages vont rentrer dans ces cases-là et que du coup, s'il y a un chapitre qui fonctionne moins bien, la raison, c'est peut-être parce que justement, un personnage qui jusque-là s'est toujours comporté comme un mentor, d'un coup, il va faire un truc d'allié ou un truc complètement contraire à ce personnage, et c'est ça qui va pécloter, et tu vas pouvoir le détecter plus facilement. Donc ça aide finalement à l'analyse d'un texte, mais ce que décrit Vogler et Campbell, c'est tellement ancré dans nous depuis la nuit des temps. On nous raconte des histoires depuis qu'on est petit, qui correspondent à ces principes qui sont de l'ordre de l'universalité, quand on se raconte des histoires, que quand on en crée, inconsciemment, on les crée en suivant à peu près ces archétypes. Mais parfois, on fait évoluer nos personnages pour les besoins du plot, du déroulement de notre histoire, de ce qu'on a prévu. Et ça rend le personnage moins crédible parce qu'il va faire quelque chose qui n'est pas attendu. Donc on peut à ce moment-là réanalyser le texte et se dire, mais est-ce que j'ai pas raté un truc ? Et on pourrait détecter. C'est un outil finalement plus que un truc absolument à respecter. Oui, alors je comprends, mais alors c'est drôle parce que finalement, dans ce que tu dis, ça donne presque l'impression que finalement, si tu respectes pas les caractéristiques de chaque archétype, ça va pécloter, comme tu dis. Donc, parce que j'aurais envie de dire, moi, en tant qu'auteur, ce qui me paraît très intéressant quand j'écoute la description que tu fais des différents types de personnages, ce serait par exemple le mentor. Dans mon histoire, de créer un personnage de mentor, et puis pour créer la surprise et rendre l'histoire un petit peu originale, qu'on s'aperçoive qu'en fait, ce mentor est le traître, par exemple. Donc, de modifier l'archétype, ou du moins le faire passer d'un archétype à un autre. Ou l'inverse. Et ça existe déjà. Et les règles sont faites pour qu'on puisse les contourner, précisément. Absolument. Disons qu'à partir du moment où c'est fait consciemment. L'exemple inverse, et tout le monde va penser que j'ai vraiment que des références de non, mais personne ne pense rien du tout. Mais on s'en fout. Mais l'exemple inverse, c'est Darth Vader, qui est l'exemple du vilain le plus vilain que tu puisses trouver dans Star Wars. Et à la fin, il y a un moment où il dit qu'il est le père de notre héros. Et qu'il a une histoire avant de devenir Darth Vader. Et on se découvre que finalement, ce super vilain, il y a autre chose derrière. Donc oui, ce que tu racontes, c'est possible. Non, on ne va pas s'enfermer. Quelque part, je t'ai amené à le penser parce qu'on a décidé de découper nos épisodes comme ça. Mais en fait, ces archétypes, tu ne peux pas les désolidariser de la construction du voyage du héros, qui est vraiment l'objet du bouquin de Vogler. C'est-à-dire que dans l'évolution de ton personnage principal, ça va à peu près toujours être la même sorte d'évolution qu'on peut décrire. Et puis, c'est là aussi, par-dessus se greffent ces personnages archétypaux, mais c'est là aussi tu rates, ou que tu fais des raccourcis, ou que tu oublies quelque chose qui est attendu. Là, l'histoire va devenir un peu plus bancale. Oui, mais c'est plus une aide, et franchement, on peut très bien écrire des choses qui sortent complètement du truc. Mais par contre, j'ai pas trouvé... parce que je m'y exerce souvent pour comprendre comment ça marche. Quand un texte me plaît vraiment, ou une histoire fonctionne bien, même un film, j'essaie de la confronter à cette grille de lecture pour voir pourquoi ça fonctionne. Et j'arrive à chaque fois à trouver dans quelle case rentre tel personnage, quel est son rôle à ce moment de l'histoire. Peut-être que son rôle sera différent à un moment plus tard dans l'histoire, mais à chaque fois que je regarde. Et du coup, on arrive à déterminer un peu le voyage de chaque personnage dans l'histoire et à comprendre pourquoi tu as autant aimé, pourquoi tu t'es autant attaché au personnage. Tu peux le faire avec des Disney, tu peux le faire avec des films de science-fiction ou des trucs très intimistes, ça marche toujours pareil. Et alors, la question qui me vient justement en t'écoutant, parce que comme tu dis, on peut le faire avec des Disney, avec des films intimistes, des polars, etc. Mais est-ce que ça fonctionne hors de la littérature de genre ? Parce qu'on est finalement sur la littérature blanche, sur la littérature blanche. Moi, je pense, on n'aura pas des héros au sens, tu n'auras pas un mentor, etc. Et encore que, on peut toujours trouver
Non, on va avoir moins. Bon, après, tout dépend, mais c'est vrai que la littérature blanche, c'est tellement tout ce que la littérature de genre n'est pas que C'est trop c'est vague. un petit peu. Oui, c'est un petit peu compliqué, là, à brûle pour point, de trouver des exemples. Parce qu'il me semble qu'en tout cas, on est moins volontiers dans. En tout cas, dans la quête du héros est certainement moins applicable, je pense, à la littérature blanche. En fait, tout dépend de l'objet de la quête. Oui. Bah, je sais pas. En littérature blanche, je vais mettre des guillemets et des gros bémols, pardon, chers auditeurs, parce que j'en lis pas beaucoup. Mais il me semble qu'il y a quand même toujours une certaine évolution du personnage que l'on suit. S'il y a une évolution, il y a quelque part une quête. Alors elle est peut-être pas consciente, elle est peut-être inconsciente, mais si le personnage principal part d'un point A, arrive à un point B, sinon on n'a rien à raconter. Oui, ça, même c'est une certain. biographie, même un récit de vie. Il y a un moment où tu croises des gens, il y a un moment où tu pars d'un point A et tu arrives à la fin de Après, l'histoire. c'est pas si évident que ça dans certains. Mais je pense que bon, certainement, il faudrait se pencher sur la chose de manière précise pour l'analyser. Mais je pense notamment, alors la littérature blanche me fait dévier. Là, je pense par exemple à la littérature japonaise. Mhm. Donc, que je connais pas très très bien, mais j'en ai lu quelques-uns. Et il me semble que dans cette littérature japonaise, notamment, où on est énormément dans des choses très contemplatives, et où justement, et moi, c'est ça qui me déroute assez souvent, c'est que le personnage principal a peu d'évolution. Et on a... Mais dans ce cas, c'est parce que le vrai personnage principal n'est pas le personnage principal. Et alors, dans ce cas, c'est qui le vrai personnage principal ? Ça peut être le milieu dans lequel il évolue. Ça peut être la société dans laquelle il évolue. Ça peut être des trucs beaucoup plus méta que juste le personnage, Ouais, mais c'est qui pas va être très un prétexte. Ouais, alors Je sais pas. la Mais je sais que c'est littérature. possible. Mais bon, après, il faudrait voir justement. Mais est-ce que c'est applicable dans la mesure où, notamment, ce type de littérature et qu'on retrouve aussi hors littérature japonaise, dans la littérature blanche, sur des tranches de vie, des choses qui sont extrêmement contemplatives, où tu fais un arrêt sur image d'un moment. Et où j'ai pas l'impression qu'il y ait... Je suis pas sûre que ce soit applicable, mais il faudrait réfléchir au cas par cas. Ça peut être un exercice intéressant, Oui. et on peut demander leur avis à nos auditeurs, mais si ça les intéresse, on peut choisir un texte de littérature comme ça et voir si on peut faire rentrer des choses Oui. dans ce Ça type pourrait d'analyse et être ce type intéressant. de Oui. grille de lecture, on va dire, qui nous permettrait de comprendre l'histoire et peut-être l'intention de l'auteur, s'il y en a une, dans le personnage. Mais c'est vrai que ça va bien plus facilement s'appliquer à la littérature de genre, Oui, c'est évident. Oui. Mais parce que tu parles de l'intention de l'auteur, et je pense que c'est un petit peu la clé aussi, c'est-à-dire que dans la littérature blanche, je pense que l'intention de l'auteur est parfois davantage l'histoire où le personnage peut être un prétexte à exprimer quelque chose, à défendre une cause ou à faire passer un message engagé, social, ou alors à être dans un pur exercice de style aussi quelquefois, avec vraiment où le seul intérêt va être l'intérêt purement littéraire et de forme. Ça peut se voir aussi, auquel cas je pense que les archétypes que tu évoquais ne s'appliquent pas davantage que la quête du héros dans sa forme traditionnelle. Ok. Il faut qu'on enquête. Bon, on va se précipiter chez notre libraire au rayon Gallimard. Ou autre. Ou autre. Je sais pas, Blanche, je pense à Gallimard. Bon, en dehors de ça, on est toi et moi des auteurs de littérature de genre, jusqu'à ce qu'on fasse le contraire, mais si c'est un contraire, mais jusqu'à ce qu'on écrive quelque chose de l'ordre de la littérature blanche, mais moi j'en suis loin en tout cas pour l'instant, c'est pas mon intérêt. Mais du coup on s'est promis de également faire un épisode justement sur le voyage du héros, peut-être avec un peu plus d'exemples pour comprendre un peu parce mieux. que ça c'est vraiment très intéressant, et moi je trouve que ce qui est
particulièrement intéressant dans ce voyage du héros, c'est de s'apercevoir quand on décrypte que c'est applicable justement à tous les genres. Et se dire que ce voyage du héros, on a les mêmes étapes et le même squelette finalement, qu'on soit en romance, qu'on soit en historique, qu'on soit sur Mars avec des aliens mangeurs d'hommes. Et ça, c'est chouette. Et ça, je me réjouis de t'entendre en parler. Cette approche, justement, elle m'a un petit peu libéré parce que j'écris dans plusieurs genres. Je suis écrivain de genre. J'écris dans plusieurs genres. Je me suis intéressé. Le thriller, c'est peut-être ce qui me fait le plus de plaisir à l'écriture. J'aime bien faire ça. Mais j'écris de la science-fiction, j'ai écrit du fantastique. Je m'interdis pas la fantaisie à un moment ou à un autre quand j'en aurais envie. Mais au final, pourquoi ça marche ? Parce que tu peux prendre l'un de mes personnages et le mettre dans un contexte science-fiction, et puis prendre la même histoire, mais le remettre dans un autre contexte, et ça va quand même fonctionner, justement parce qu'on retombe sur ces mêmes thématiques universelles. Oui, et puis ce schéma d'évolution. Ce même schéma d'évolution narrative. Et du coup, le setup est moins intéressant. Alors, c'est ce qui fait aussi le petit sel et qui va rendre certaines choses plus ou moins intéressantes. Typiquement, mon bouquin de science-fiction, c'est un héros qui a perdu la mémoire et qui cherche à la fois ses origines et sa place dans l'univers. Oui. Donc tu on peux peut l'extrapoler dans n'importe quelle situation. Et même dans une histoire policière, pourquoi pas ? Bien sûr. Donc, Bien sûr. Et ça correspond, quand on la lit sous cette grille de lecture, ça correspond à peu près aux étapes qui sont décrites dans le parcours du héros. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, je pense que de manière plus ou moins inconsciente, le lecteur, sinon recherche, est rassuré par le fait de repérer, sans forcément se le dire, mais de repérer ces grandes lignes et ces grands points, ces tournants fondamentaux et un petit peu incontournables qui jalonnent l'histoire et qui font qu'il est en territoire un petit peu connu. Ce qui peut, à contrario, mettre mal à l'aise quand on lit, quand on lit de la littérature un peu plus expérimentale, disons, et en l'occurrence, pas de genre le plus souvent, plutôt de la littérature blanche, mais où quelquefois on se dit, mais où est-ce qu'on va ? Enfin, moi, ça m'est arrivé dernièrement sur un certain nombre de livres où il y a un moment où on se dit, mais je comprends pas. Alors oui, c'est sympa cette histoire, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Cette histoire, elle est sympa, mais je comprends pas où l'auteur veut en venir. Et c'est vrai, moi, dans ces cas-là, il y a un moment, je lâche parce que je ne comprends pas. Et je pense que maintenant que tu le dis et que je réfléchis à la raison, je pense que c'est une des raisons, c'est de ne pas repérer les grands axes et les grands fondamentaux, que ce soit dans la structure du personnage en lui-même ou dans la structure de l'intrigue. Ou alors, tout bêtement, ils ne sont pas présents, ou il en manque un certain nombre. Oui. Mais après, finalement, c'est aussi intéressant de se dire, en tant qu'auteur, de se dire, je vais prendre le contre-pied de tout ce qu'on pourrait qualifier de règles de construction et dérouter le lecteur. Il y a quand même ces choses, et on est déjà en train de refaire l'épisode suivant, mais c'est vrai. Mais il y a quand même des choses obligatoires parce que attendues. Dans un thriller, tu vas toujours avoir la confrontation entre le tueur en série, le vilain, le tueur, et le héros qui est à sa poursuite. Il y a toujours cette scène-là. Tu la mets pas, il manque quelque chose dans le thriller, et le lecteur est déçu, et il est même pas capable, parce que tu peux clore ton histoire, on l'attrape, mais il n'y a pas eu cette confrontation, il n'y a pas eu la mise en danger finale du héros principal. Absolument. Ça va il manquer. Manque quelque chose, Et l'histoire, elle tombe un peu à plat. Oui. Dans les romances, alors je marche sur des œufs, pardon pour mes copines du Gaélique et copains qui en écrivent. Et copains. Coucou Nicolas. Tu as toujours la rencontre, tu as toujours le moment où ça marche. Et l'ex qui arrive. Alors il y a plus ou moins l'ex, mais tu as toujours le moment où ça marche entre les deux personnages. Enfin, ils se rencontrent. Il y a toujours un moment où il y aura une incompréhension entre les deux qui va faire qu'ils vont s'éloigner. Et une résolution où ils vont de nouveau finir ensemble, et c'est en général la fin du roman. Et ça, tu peux pas y échapper en romance. Oui, c'est particulièrement recherché par les lecteurs. Et tu peux tordre le bras de ces façons de voir la structure. Tu peux t'en éloigner, mais au final, il faudra quand même que tu aies ces scènes obligatoires pour satisfaire les attentes du lecteur. Et même tes attentes d'auteur. Et là, on est encore dans l'épisode d'après sur les tropes et les clichés. Mais pas aujourd'hui, n'est-ce pas, Cyril ? Non.
Par contre, pour raccrocher avec notre épisode, le héros, le personnage principal, moi, du coup, j'ai beaucoup parlé. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de savoir ce développement historique que tu as décrit. Est-ce que d'un point de vue pratique pour ton écriture, est-ce que ça te sert? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu prévois tes personnages par rapport à ça? Comment le fait de connaître cette évolution du héros, du personnage principal, maintenant t'aide à écrire ou même à lire en tant que lectrice, je sais pas. Alors paradoxalement, peut-être moins que toi dans les archétypes dont tu nous as parlé, tout simplement parce que je suis une auteure moderne et que je ne suis pas une auteure médiévale. Donc j'ai tendance à construire des héros qui sont des héros avec des caractéristiques humaines et avec la caractéristique des personnages modernes, à savoir l'identification plutôt que l'admiration, des personnages avec des failles, avec des défauts, voire dans certains cas assez détestables, mais en cherchant justement, je trouve très intéressant, ça c'est des choses que j'explore maintenant beaucoup plus dans mes romans les plus récents, et notamment dans des romans pas encore parus sur lesquels je travaille actuellement, de travailler sur des personnages principaux détestables, avec le challenge comment faire pour donner envie aux lecteurs de suivre leur histoire alors qu'ils sont fondamentalement pas sympas, et de leur trouver quand même des raisons de s'y attacher. Et je trouve que ça, c'est un challenge assez intéressant. Parce qu'on reste quand même toujours toujours dans la même logique. On cherche l'identification, parce que de l'identification va naître l'émotion. Et c'est l'émotion qui va faire qu'on va avoir envie de suivre ce personnage et de savoir ce qui va lui arriver. Voilà, parce qu'on l'aime bien, parce qu'on a peur pour lui, parce qu'il nous ressemble. Et c'est, à mon sens, ce qui va faire qu'une histoire soit réussie ou pas réussie. Moi, il me semble, au-delà de l'intrigue intéressante, avec des rebondissements, avec une originalité, etc., c'est avant tout les personnages, le personnage et les personnages, de leur donner ce petit truc en plus qui va faire que soit on les déteste, soit on les aime, mais en tout cas, on veut savoir ce qui va leur arriver. En tout cas, oui. Ouais. Okay. Et toi ? Et moi quoi ? J'adore dire et toi quand on a tous les deux oublié la question. Et toi quand tu construis tes personnages. Avec quelle facilité je te renvoie le mais absolument, mais problème. Je m'en souvenais. Et toi quand tu construis tes personnages, donc tu cherches exactement? Je suis on l'a dit aussi, tu sais, ces deux types d'écrivains, ceux qui découvrent leur récit en se le racontant, donc on va les appeler les archéologues. Et puis, il y a les architectes, ceux qui construisent toute la structure de leur récit avant de pouvoir s'y attaquer. Moi, je fais partie des architectes. Donc, j'ai une vision plutôt axée sur la structure du récit au global. J'ai toujours un personnage en tête de départ, mais il va évoluer en fonction de cette structure. Et c'est en deuxième lecture, c'est à la réécriture où je vais travailler, ou alors en écrivant, en suivant ma structure, que je vais découvrir des traits de mon personnage, et qui va évoluer un peu tout seul. Et après, je corrige éventuellement la structure en fonction de ce qu'il fait pour que ça colle, justement. Donc, pour moi, ça reste des outils d'amélioration de mon histoire et de mon texte. Je vais certainement pas créer pour qu'il rentre dans une case, le personnage, parce que c'est trop complexe. Enfin, moi, j'y arriverai pas, je pense. Ou alors, oui, ça serait un petit peu figé et puis artificiel. J'allais dire caricatural, exactement. Donc, pour éviter ça, tu racontes une histoire et en fait, tu te rends compte qu'il rentre dans tel type de case, et donc, ça te permet de comprendre pourquoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment, tu lui fais faire quelque chose à cause de la structure, et en fait, c'est pas du tout ce personnage. Et comme tu as investi même dans l'écriture sur la création de ce perso, finalement, c'est pas lui, on va changer la structure, parce que lui, il va agir plutôt dans son sens. Et du coup, on va un petit peu modifier les choses, et ça va peut-être m'emmener ailleurs sur mon récit, mais c'est tout l'intérêt d'écrire. Donc je rejoins de ce côté-là un petit peu les archéologues. Je découvre mes personnages et pas mon histoire. Et j'ai besoin d'avoir une structure assez détaillée, particulièrement pour les thrillers. Ça reste thriller policier, assez technique quand même.
Non, mais je pense, parce que pour Et du coup, avoir des rebondissements tu qui vois, t'amènent... j'ai besoin d'avoir mes rebondissements, mes fausses pistes, tu crois qu'on va par là, mais en fait on va par là, ce genre de choses. Bien sûr. Donc ça c'est créé en avance, mais au fur et à mesure de cette création, ça guide mon personnage et l'évolution, mais c'est lui qui au final va faire l'histoire. C'est toujours ce qui m'intéresse. Donc, Ouais, t'es pas si architecte que ça. non, ça... de toute façon, on rentre jamais dans des cases. Non, mais je pense donc, pas quand tu non parles de plus, je musique, pense tu pas vois, non ça c'est plus, de l'afro-punk, mais un petit peu techno avec... Non, moi j'ai du mal avec les genres. D'ailleurs, dans le groupe Gaelic, on avait une discussion sur... Oui, sur les genres, les sous-genres, la ouais, romance, et les new sous-genres romance, de romance, ouais. et c'était assez épique parce qu'on peut faire autant de genres qu'il y a de romans finalement, si tu vas un peu loin. Oui, mais je pense que d'ailleurs, quand tout le monde discute, on s'aperçoit que personne n'est complètement d'accord D'accord, sur la définition. voilà, sur la Exactement. définition. Et, Donc ça revient un peu à ça. Mais parce que c'est assez artificiel et que finalement, on place des définitions très stéréotypées sur une histoire qui a toujours ses subtilités et qui emprunte le plus souvent à différents genres, mais on est encore dans un autre épisode. Là. Mais quelque part, c'est un peu notre société, on a besoin de mettre des étiquettes, Oui, je pense. de faire rentrer les choses et les gens dans des cases, alors que ça ne colle pas. Mais au final, on fait de l'art. Au final, c'est le plaisir et le principe du truc. C'est que soit de faire croire que c'est une case et en fait on est dans une autre, ou bien de péter la case et de faire se rendre compte qu'on ne peut pas rentrer les gens dans les cases. Non, on ne peut pas, mais on a besoin de repères auxquels se raccrocher. Donc après, je pense que en littérature, en tout cas, il faut avoir un équilibre entre les deux, parce que faire péter les cases en permanence, tu perds le lecteur. Ouais. Et tu te perds toi-même en plus, je pense, à un moment. C'est à discuter. C'est à discuter, et puis aussi à discuter au niveau des genres, justement, parce que la tentation peut être grande de faire du multi-genre, quoi. C'est-à-dire de faire à la fois, surtout quand on est primo-romancier, je pense, mais même nous qui en avons écrit quelques-uns, de faire une romance avec un peu de fantaisie, avec aussi matinée d'une histoire thriller, et puis peut-être un peu d'historique, et puis à un moment donné, on se perd, quoi, je pense. Oui. On va conclure cet épisode sur ces pensées-là, ce parcours du héros, ce personnage principal. Surtout le personnage principal. Et on va reprendre la prochaine fois, ou une prochaine fois, dans un épisode, le voyage du héros, la structure narrative, ce genre de choses, parce que ça a l'air de cliquer un petit peu. Oui, il y a encore pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, sur à la fois la théorie et puis comment c'est appliqué dans les différents genres et encore les une différentes fois, lectures. Ça, c'est intéressant, je trouve. Mais ce ne sont que nos points de vue, évidemment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vos textes et d'apprécier les textes des autres avec votre œil de lecteur qui est pas universel et unique, justement. C'est tout l'intérêt des choses. Bien sûr, et n'hésitez pas à venir justement nous parler de votre avis, de vos pensées, de ce que cet épisode vous inspire sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes. Vous pouvez aussi nous écrire via notre site depuis.com. Entamez la conversation, on vous répondra en amour ça, comme la rencontre avec nos lecteurs. Et puis on se dit au prochain épisode. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut. Salut.